Bonjour chère auditorice, je suis Macha Menu. Et je suis Louis Duruflé et bienvenue dans le podcast Matrimoine. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. Régulièrement, nous découvrirons des personnes qui témoignent de la mémoire des femmes et nous participons ainsi à ce grand travail collectif de transmission. Nous vous avons présenté la semaine dernière une version écourtée, montée et accessible de l'entretien avec Reine Pratt. Aujourd'hui, c'est l'entretien complet que nous vous présentons. Bonne écoute. Allez, on y va. Est-ce que vous pouvez commencer par une présentation de vous-même ? Oui. Je m'appelle Reine Pratt. Je suis agrégée de lettres et j'ai travaillé essentiellement dans le domaine des politiques culturelles, au ministère de la Culture, au ministère des Affaires étrangères, puisque j'ai dirigé l'Institut français de Marrakech, à la mairie de Marseille, où j'ai été conseillère artistique pendant les 3 années où il a été possible de mener une véritable politique culturelle à Marseille, d'où toute la vie culturelle de Marseille continue à fleurir à partir de cette base-là. Et puis, j'ai dirigé l'association Arcanal, qui dépendait du CNC et qui était chargée de la diffusion, de la production d'audiovisuels sur les arts du spectacle. On a fait notamment les premiers films de danse avec ce qui était à l'époque la 7, qui est devenu Arte, et la diffusion d'audiovisuels culturels en non commercial. Voilà. Et j'ai travaillé pour le ministère de la Culture. J'ai fait plusieurs choses intéressantes, un peu particulières. J'étais en Guyane où j'étais chargée d'un projet sur le multilinguisme à la DRAC. Et puis j'ai été nommée directrice d'affaires culturelles en Martinique. Et ça a été mon dernier poste. Et dans le cadre de mes missions au ministère de la Culture, on m'a un jour demandé de réfléchir à pourquoi il n'y avait que des hommes à la direction des institutions du spectacle vivant et pourquoi, m'a-t-on demandé, nos plateaux sont si blancs. Et donc vous avez écrit 2 rapports. 2 rapports, donc j'ai commencé par travailler sur la question des inégalités entre les femmes et les hommes, parce que c'était pas trop compliqué, même si c'était douloureux, parce que j'ai commencé à faire des statistiques sexuées. Compter les hommes et les femmes, c'est pas très compliqué, donc ça permet de sortir des chiffres. Ça fait l'impasse, mais il faut toujours le dire, sur toutes les personnes qui ne se reconnaissent ni comme hommes ni comme femmes, ou comme les deux. Et donc, la première contestation, c'est ça, de dire il faut arrêter avec la binarité et les numéros de sécurité sociale 1, 2. Mais c'est un outil utile. Donc, ces statistiques sexuées ont permis de voir que, en 2005, les hommes dirigeaient entre 58 et 100% des institutions du spectacle vivant selon les réseaux. Là où il y en avait le moins, 58%, c'était à la tête des centres chorégraphiques nationaux. 3 ans plus tard, j'écris un 2e rapport, et à la tête des centres chorégraphiques nationaux, ils sont non plus 58%, mais 68%. La part des femmes est tombée de 42 à 32%. En 2021, je suis invitée par l'Association des centres chorégraphiques nationaux, qui s'inquiète du fait qu'il n'y a plus que 16% de directrices à la tête de ces institutions. Et il n'y a pas de progrès. C'est terrible. C'est terrible. Et comment vous expliquez du coup qu'il n'y a pas de progrès, par exemple, parce que vous avez pu dessiner des... Alors, pour compenser, il faut dire que la part des femmes à la tête des centres dramatiques nationaux a nettement augmenté. Il y en avait 8% en 2005. On était à 42% avant que le ministère de la Culture accepte de nommer un directeur au Centre dramatique national de Marseille, Théâtre de la Criée, où a été nommé un homme qui a pris la succession d'une femme. Donc on n'est plus à 42%, parce qu'on est dans un petit réseau
Donc ça tombe vite les pourcentages. Donc j'ai pas recalculé, mais voilà. Donc au moment où le ministère de la Culture affiche depuis 2012 que l'égalité entre les femmes et les hommes, l'État, le gouvernement, est une priorité nationale, puis en 2017 une grande cause nationale, en 2022, le ministère de la Culture accepte de nommer à la direction d'un centre dramatique national un metteur en scène qui a atteint l'âge de la retraite, plutôt qu'une metteuse en scène qui, en gros, a le même type d'approche, notamment des publics, ce qui intéresse la ville de Marseille. Et non, on a nommé un homme qui a atteint l'âge de la retraite, qui remplace une femme. Voilà pourquoi ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, quand même, parce qu'on se rend bien compte que ça va pas, on se met à nommer un certain nombre de femmes, mais Carole Thibault, qui dirige le plus petit centre dramatique national, celui de Montluçon, m'a fait remarquer que non seulement ce que j'avais déjà écrit dans mes rapports, les femmes, on les dénomme très rapidement, et Carole m'a fait remarquer qu'en fait, aucune n'a été renommée à la tête d'un centre dramatique après sa première nomination. Ah oui, après le premier mandat de 3 ans... Enfin, le mandat de 3 ans renouvelé, mais à partir du moment où son mandat expire, elle n'est pas renommée dans un autre centre dramatique, ça n'est jamais arrivé. Et ces rapports, une fois qu'ils ont été publiés, oui. Ils ont suivi un chemin institutionnel, un chemin... Alors, le premier rapport, donc je l'ai écrit en 2006, par un concours de circonstances heureux, il est envoyé, alors il est diffusé par décision du directeur qui me l'avait commandé, Jérôme Bouet, directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles à cette époque-là, le diffuse très largement dans tous les réseaux, et on avait obtenu l'accord du cabinet pour que je réponde à une interview de Télérama, alors que mon rapport était même pas encore écrit. Et donc, on diffuse ce rapport à la presse. Et Le Monde fait une page entière en juillet 2006, en plein Festival d'Avignon. Donc, on écrit après que ce rapport a fait l'effet d'une bombe. À ce moment-là, Jérôme Bouet quitte ses fonctions. Son successeur, une page entière dans Le Monde, confirme cette mission, mais me prie de ne pas m'occuper de l'autre question, pourquoi nos plateaux sont si blancs, arguant que les questions de discrimination raciale n'ont rien à voir avec les inégalités entre les femmes et les hommes. Évidemment, je ne suis pas d'accord, mais la question, c'est que je ne sais pas très bien comment faire. Si j'avais su comment faire, peut-être que j'aurais quand même travaillé sur cette question. Mais je ne sais pas bien comment faire. On ne peut pas compter ce qui est utile. Et et en revanche, sur l'autre sujet, la sortie de ce premier rapport me donne énormément de travail à partir du moment où ma mission est confirmée. Alors, ce qui se passe, c'est que mes camarades de l'inspection théâtre, qui me disent, ben non, on peut pas nommer des femmes, il y en a pas. Alors quand je leur sors la liste des 200 compagnies conventionnées dirigées par des femmes, et les compagnies conventionnées, c'est le vivier dans lequel on sort les directeurs de centres dramatiques. Donc il me dit, ah ben oui, t'as raison, mais on les connaît pas. Mais j'ai dit, on les connaissait pas, faites connaissance, téléphonez, recevez-les. Ah non, mais tu voudrais pas nous organiser une réunion? Et donc, même si je trouvais ça absurde, j'organise une réunion à la DNDTS, au ministère, non mixte, avec une dizaine de femmes de théâtre. C'est de là d'ailleurs qu'est sorti le mouvement HF. Grâce à Sylvie Mongin-Algan, qui faisait partie de ce groupe, et qui en rentrant à Lyon, se dit que une des choses qui peut être faite, c'est que les femmes de théâtre se mobilisent pour interpeller les pouvoirs publics sur ce qu'ils font, doivent faire pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, qui quand même à l'époque est déjà inscrit dans la loi depuis des années, même si c'est pas passé dans les mœurs. Et donc cette première réunion, j'en fais un compte rendu. Et je me dis, mais tiens, je vais en organiser d'autres. Donc à partir de là, j'organise au ministère de la Culture des réunions non mixtes, j'insiste, parce qu'à l'heure actuelle,
on interdit la tenue de réunions non mixtes. On a eu une histoire avec la ville de Paris, puis l'histoire de l'UNEF, où tout d'un coup, la présidente de l'UNEF s'est fait flinguer parce qu'elle organisait des réunions non mixtes. Christine Delphine nous rappelle, les réunions non mixtes, c'est utile, c'est indispensable. C'est un temps indispensable de la réflexion et de l'action pour aboutir ensuite à l'échange mixte. Mais des réunions non mixtes, que ce soit entre femmes, entre personnes racisées, on a besoin de se retrouver entre soi, comme d'ailleurs nos directeurs de théâtre, nos metteurs en scène et nos grands artistes passent leur vie à se réunir entre soi et à se coopter entre soi. Et ça, on leur dit jamais rien. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Donc, il serait temps que un entre-soi provisoire, ponctuel, se fabrique entre les personnes discriminées pour sortir de ces discriminations. Donc, je réunis au fil du temps toute une série et au bout de 3 ans, comme institutionnellement, comme vous le dites, il ne se passe rien, j'écris un deuxième rapport. Parce qu'entre-temps, j'ai continué à faire des statistiques sexuées, toujours par des stagiaires, mais il faut reconnaître que la direction dans laquelle je travaille contribue. Il y a un service de la recherche au sein de la DMDTS qui contribue, qui nous aide. Et là, je fais les constats dont on a parlé. J'écris ce deuxième rapport que j'intitule « De l'interdit à l'empêchement ». Et là, je suis beaucoup plus virulente sur la manière dont ces inégalités se maintiennent. Parce que ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas le lâcher. C'est normal. Donc, il faut voir maintenant comment on fait pour le leur arracher. Très bien. Vous avez par la suite écrit des livres. Qui s'appelle Exploser le plafond. Précis de féminisme à l'usage du monde de la culture. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'écriture de ce livre ? Eh bien, c'est que, donc, on est en 2019, donc 10 ans après la sortie de mon deuxième rapport, je continue à être invitée dans plusieurs endroits, dans le cadre universitaire, à l'EHESS, en novembre 2019 en Suisse, dans un festival qui s'appelle Les Créatives, à parler de mes fameux rapports. 2018, je suis invitée à la grande table de France Culture avec Carole Thibault, à la suite de son discours au Festival d'Avignon. Et là, j'en ai assez. J'ai dit maintenant, on arrête de me faire parler et on change les choses. J'ai plus envie de parler, ça ne sert à rien. Donc, action. Voilà. Et je me dis, pour arrêter tout ça, j'écris de nouveau un texte qui dira ce que j'en pense aujourd'hui. Et alors ce texte, je l'écris, donc je commence à l'écrire fin 2019, avec deux axes majeurs. Un, parler non plus seulement des arts du spectacle, mais de l'ensemble du champ de la culture et des médias, enfin du champ couvert par le ministère de la Culture. Et deuxièmement, de montrer comment s'articule l'ensemble des discriminations. Là, je m'appuie notamment sur Elsa Dorlin, dont le livre La matrice de la race, dans lequel elle indique que sexisme et racisme ont la même matrice. Françoise Vergès nous dit la même chose, Christiane Taubira aussi. Donc oui, tout ça est lié, et c'est lié aussi avec les autres discriminations, agisme, grossophobie, évidemment en tête classisme, etc. Validisme. Donc voilà, ce sont les deux axes. Je commence à écrire, et là, 3 jours après, éclatent les révélations d'Adèle Haenel, le livre de Vanessa Springora, et un focus des médias assez fort sur les féminicides. Et donc là, j'écris un peu au fil de l'actualité. Et puis je m'arrête pendant le confinement, je reprends donc à peu près 1 an plus tard. Entre-temps, je fais relire par des personnes autour de moi, j'affine, et j'envoie mon texte à toutes les grandes maisons d'édition dont je cite des titres, parce que dans ce livre, il y a beaucoup de citations. Parce que beaucoup de personnes écrivent des choses dont on peut s'inspirer pour travailler ces questions-là, dans tous les domaines. Dans le domaine de l'économie, où je cite Dominique Méda,
par exemple. Dans le domaine de l'écologie, où je cite beaucoup Vinciane Després, Baptiste Morisot, je cite beaucoup d'autrices, quelques auteurs, beaucoup d'autrices parce que beaucoup écrivent sur ces sujets-là qui nous intéressent. Et donc j'envoie à toutes les maisons d'édition dont je cite des titres. Je me dis voilà. Donc ça c'est fin 2021. Non, fin 2020, pardon. Aucune ne réagit, normal. Et en janvier, j'envoie à des petites maisons. Et Thomas Bou, qui est l'éditeur de Rue de l'Échiquier, m'écrit le lendemain matin, du jour où il a reçu le livre, le texte en me disant qu'il l'avait lu et qu'il est d'accord pour l'éditer. Voilà. Et on en parle il en parle donc avec le directeur de la collection Les Incisives, Vincent Hédin, qui confirme. Et à ce moment-là, il faut que je réduise un peu pour que ça rentre dans la collection. Et ça sort très vite, beaucoup grâce à l'attaché de presse, dont il m'avait dit non, ça ne pourra sortir qu'en 2022 parce que on a une attachée de presse formidable, Léa Thévenot, je tiens à la citer. Mais on veut pas charger la barque. Et Léa, quand elle a le projet, elle dit ah non mais ce texte-là, je veux bien qu'on le sorte. Et donc il sort en octobre 2021, au moment où se déclenche le mouvement MeToo Théâtre. Super. À côté de ça, vous avez parlé, vous intervenez à la radio parfois, etc., vous avez été invité. Est-ce qu'il y a d'autres manières dont vous transmettez votre pensée par des articles, des blogs ou des choses comme ça Alors, il se trouve que quand j'ai été invitée à parler de mes rapports, c'est toujours resté. Il y a eu quelques. J'ai été aussi invitée à quelques blogs ou podcasts, effectivement. Mais alors ça a démarré en flèche avec la sortie du livre. Ça c'est évident. Donc si vous tapez Reine Pratt sur YouTube, sur différents sites, il y a effectivement beaucoup de podcasts dans lesquels j'ai été invitée, y compris par l'Institut français de Londres, donc ça doit circuler dans les instituts français à travers le monde, l'Observatoire des politiques culturelles. Alors le premier, formidable, ça s'appelle, il faudrait retrouver, c'est une femme qui est en Allemagne d'ailleurs, et c'est un très bon podcast. J'oublie. Voilà. Et donc oui, beaucoup de podcasts, beaucoup d'enregistrements des rencontres dans lesquelles je suis invitée, partout en France, plusieurs fois en Belgique. Je suis retournée au Festival des Créatives, d'ailleurs. Et puis des commandes d'articles. Là, j'ai effectivement en cours trois textes qu'on m'a commandés pour des revues scientifiques, ou pour des ouvrages qui doivent sortir, ou pour accompagner des études sur ces questions-là, beaucoup dans des régions, parce qu'il y a maintenant quand même, notamment l'association HF, qui est dans plusieurs régions, qui en Belgique aussi, qui lance des études. De mon point de vue, c'est au pouvoir public de réaliser ces études, mais il faut en passer par un premier temps où les pouvoirs publics se déchargent auprès d'associations qui sont constituées d'artistes qui feraient mieux de passer leur temps à pratiquer leur art qu'à faire des études pour avoir la possibilité de pratiquer leur art. Mais pour l'instant, on en est là. Et donc, c'est une des choses que je dis quand je suis invitée à accompagner ces études, d'ailleurs. Super. Et il y a un texte de moi dans MeToo Théâtre. Parfait. Par exemple. Oui, donc l'idée, si j'ai bien compris aussi, dans votre intérêt à transmettre, c'est vraiment de lancer, de mettre en action, en fait, de lancer, de participer à ce mouvement d'action militant. Oui. Oui, parce que effectivement, à partir du moment où je me mets à écrire, c'est aussi le moment où se déclenche. J'ai parlé des révélations d'Adèle Haenel, du livre de Vanessa Springora. Il y en a eu d'autres après, et jusqu'à alors il y a 50-50 pour le cinéma, qui a vraiment fait bouger les choses. Le CNC a pris des mesures à l'instigation du ministère de la Culture, où il y a cette femme formidable, Agnès Salle, haute fonctionnaire,
qui est chargé de l'égalité et de la diversité au sein du ministère, qui fait des préconisations, qui chaque année maintenant sort une feuille de route, qui commence par faire le bilan de ce qui s'est passé l'année précédente, et chaque année, elle redit, elle réécrit, le constat reste sévère. Parce que les préconisations faites par le ministère de la Culture, qui est pris en compte d'ailleurs par un certain nombre de collectivités territoriales, donc qui font aussi des préconisations, pas toutes, mais certaines le font de manière vraiment active. Ces préconisations, si déjà au sein des bureaux du ministère de la Culture, les conseillers et conseillères dans les DRAC, par exemple, les directeurs et directrices d'institutions, si tout ce monde ne les prend pas en compte et ne les applique pas, ça ne sert à rien. Et à l'heure actuelle, rien ne les y oblige. Quand le ministère de la Culture propose que les écoles supérieures d'art qui sont sous sa tutelle établissent des chartes éthiques, beaucoup d'écoles d'art aujourd'hui n'ont pas commencé à y travailler et font obstruction. Et une chose terrible que j'ai entendu dire aussi, que même les élèves, comme ça vient du ministère de la Culture, n'ont pas envie de s'y engager. Et on rêve. Alors il y a les profs, mecs, qui s'y opposent, les directions qui sont pas enclines à encourager. Vous avez quelques profs femmes qui se battent comme des malheureuses pour y arriver, et si elles n'ont même pas les élèves avec elles, évidemment ça peut pas avancer. En revanche, quand le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, dirigé par Claire Lannes, pour la première fois, ce conservatoire est dirigé par une femme, ce qui va bientôt changer puisque Claire Lannes arrive en fin de mandat et vraisemblablement on va nommer un homme à la place, ce qui fait que depuis le XVIIe siècle et la création du Conservatoire national supérieur de musique et de danse on n'aura jamais eu qu'une seule directrice à la tête, de même qu'on a maintenant Émilie Delorme à la tête du Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Pour en revenir à Claire Lannes, elle écrit et fait écrire et adopter une charte où il est dit notamment la notion d'emploi est définitivement abolie. Ce qui veut dire que, au sein du conservatoire en tout cas, toute personne peut interpréter n'importe quel rôle et n'est pas assignée à des rôles de femme parce qu'elle est née femme ou à des rôles d'homme parce qu'il est né homme, ni à des rôles typés. Donc on peut être un acteur noir et interpréter un rôle de père de famille, par exemple. Non, ça ne fait pas un signe particulier. Non, dans notre pays, il y a des pères de famille qui sont noirs. Il y a des hommes noirs qui sont pères de famille, ou qui sont avocats, et pas seulement dealers ou balayeurs. Donc oui, les choses peuvent avancer très vite. Donc, si elles n'avancent pas, c'est parce qu'on ne veut pas qu'elles avancent. Donc, à un moment, il faut prendre des mesures drastiques pour obliger. Très bien. Est-ce que on entend du coup, vous l'avez mentionné, mais beaucoup d'interviews de vous, ouais. Vous êtes assez cité, même dans les milieux militants. Ouais. Est-ce que vous avez comment vous ressentez ça justement, le fait de peut-être devenir un modèle ou être un modèle pour certaines femmes ou Moi, j'aime pas trop l'idée de modèle, parce que je crois vraiment que chacune et chacun se construit. Effectivement, c'est important d'avoir des références. C'est important d'avoir des références pour se sentir légitime. Voilà. Là, ces derniers jours, j'ai rencontré 2 jeunes femmes qui se sont mises à écrire. Une est une élève d'école de théâtre qui se destine à être actrice, qui a envie d'écrire. Une autre est une artiste qui travaille dans le domaine des arts numériques, qui se décide à écrire sur un sujet particulier. L'une et l'autre me disent, mais je suis pas sûre, est-ce que je peux le faire? Donc oui, on se rencontre et je leur dis, mais écris. Oui, c'est important. Voilà. Donc je sers pas de modèle, mais je légitime des désirs de produire de l'art, de l'intelligence, de la pensée. Et ça, tout le monde peut le faire.
Il suffit d'être à l'écoute de ses désirs, de ses capacités de création. Voilà, donc non, je me sens pas modèle, mais c'est une chance inouïe que ça soit tout d'un coup tellement diffusé, parce que oui, des personnes s'en emparent et s'en servent d'outils, et ça les aide, et c'est contaminant, c'est viral. Dans le bon sens du terme. Absolument. Est-ce que, du coup, vous, dans votre carrière, vous avez eu à ce moment-là des références, des gens qui vous ont permis de se sentir légitime Alors, d'une part, moi, j'ai pas eu besoin... je me suis toujours sentie légitime à faire ce que j'avais à faire, mais parce que j'ai une histoire particulière, c'est que je suis la fille d'une femme qui, quand elle avait 10 ans, avait décidé qu'elle aurait une fille blonde avec des yeux bleus, qu'elle appellerait Reine, et qu'elle destinait à réaliser tout ce qu'elle-même n'avait, tout ce qui lui avait été interdit parce qu'elle était une fille. Elle avait 10 ans, elle n'allait pas à l'école, parce que son père avait cru possible d'aller vivre dans un petit village de pêcheurs, dans les calanques de Marseille, d'où il fallait aller à pied jusqu'à la ville, et donc c'était pas possible qu'elle aille à l'école, et il avait décidé que comme il n'avait que des filles, c'était pas très grave, et qu'elles allaient se marier et faire des enfants, et qu'elles n'avaient pas besoin de faire des études. Et cette petite fille, Gabrielle Robert, ça l'a mise très en colère. Et elle a été en colère longtemps, mais 20 ans plus tard, elle a fabriqué une petite fille. Elle a trouvé un homme très très gentil pour faire ça. Et voilà. Et donc je suis arrivée dans de très bonnes conditions. Voilà. Donc j'ai jamais eu trop conscience. Moi, j'ai eu conscience des choses qui allaient pas dans le monde. Quand j'avais, pareil, 12-13 ans, j'avais découvert qu'il y avait des gens qui mouraient de faim dans le monde. Alors ça m'avait vraiment terrifiée. Et mon père, très tôt, m'a dit, mais en fait, toi, tu es anarchiste. Je savais pas très bien ce que ça voulait dire, mais j'ai compris que c'était bien. Il pensait que c'était bien. Bon, voilà, donc c'est parti comme ça. Mais personnellement... non, je n'ai jamais eu conscience, en tout cas, d'être assignée à... J'ai toujours pensé que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie. Voilà. Jusqu'au jour où... Alors, d'une part, il y a eu cette commande que m'a faite Jérôme Bouet de travailler sur ces questions, mais je dois à la vérité de dire que j'avais commencé à y penser un peu avant. Quand je suis revenue, non, en fait, même ça naît plus tôt, mais en fait ça naît vraiment, alors peut-être 2 anecdotes, puis après je vais revenir à la rencontre qui a été quand même fondatrice. Quand je suis nommée à la direction de l'Institut français de Marrakech, on me demande si je me fais appeler directeur ou directrice. Je dis je sais pas. Et puis j'arrive là-bas et les femmes qui travaillent à l'Institut français me disent « Vous allez vous faire appeler directrice, c'est très très important. » J'ai dit « ok ». Mais dans mon poste précédent, sur ma carte de visite, il y avait secrétaire général au masculin. On était en 90, quand je dirigeais Arcanal. Mais ça s'appelait secrétaire général, parce qu'il y avait un président. Voilà. Donc c'était au masculin. 95, j'arrive à l'Institut français de Marrakech, j'écris directrice. Et je programme des femmes, et je prévois de faire un programme qui s'est jamais réalisé sur les autrices de romans policiers. Parce que je comprends que... Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est que les Marocaines et Marocains me disent « Ah ben on est contente qu'une directrice soit nommée à la tête de l'Institut français de Marrakech. Ça veut dire que la France pense maintenant qu'on peut nommer une directrice au Maroc. » Je leur dis « Mais attendez, non, c'est pas du tout ça l'histoire. Il y a très peu de femmes qui dirigent des institutions en France. Et donc c'est pas le problème du Maroc, c'est le problème de la France. » Donc ça commence à émerger cette idée. Et puis, deuxième moment, je crois, oui, quand je suis nommée conseillère théâtre
à la DMDTS, donc, je me souviens très bien que je fais une note au directeur en lui disant, mais dis donc, il faudrait quand même commencer à nommer des femmes, il n'y en a pas. Et il me répond, tu as raison, on va le faire, mais on peut pas le dire comme ça. Et aujourd'hui, je me dis, il avait pas tort. Parce qu'il suffit de le faire. Arrêtons de le dire et faisons-le. Et oui, en 98, donc, on nomme un certain nombre de femmes, dont Gilberte Tsai, au CDN de Montreuil. Je me souviens très bien de cette nomination de Gilberte, qui a fait un travail absolument formidable, mais qui a été dénommée un peu avant la fin de son mandat, sur des bases inacceptables. Je n'étais plus conseillère pour le théâtre à ce moment-là, et donc sa dénomination a été faite 1 an avant la fin de son mandat. Elle n'a plus jamais été renommée, mais on l'a dit, aucune femme n'a jamais été renommée. Voilà, donc il y a ces moments-là, et puis la commande de cette mission qui m'est confiée donc en 2005 par Jérôme Boé. Alors il se trouve que en 1990, je suis à ce moment-là à Arcanal, et je rencontre Nathalie Magnan, qu'on me suggère de rencontrer. Elle est théoricienne et activiste des médias. Elle arrive des États-Unis, où elle a fait des études à l'Université de Californie à Santa Cruz. Elle a été l'étudiante puis l'assistante de Donna Haraway dans le département des Cultural Studies, donc études féministes et non pas féminines. En France, il y avait un département d'études féminines, c'est dirigé par Hélène Cixous. Bon, féminine, c'est quand même très problématique. Donc aux États-Unis, non, on en était aux études féministes, décoloniales. Il y avait aussi Angela Davis qui enseignait là, et Nathalie Magnan revient en France à ce moment-là. On se rencontre sur un sujet professionnel qui est la diffusion de l'audiovisuel culturel, parce que je me préoccupais à la direction d'Arcanal plus de la diffusion que de la production. Parce que je disais, mais c'est bien beau de produire, mais si c'est pas diffusé et distribué, ça sert à rien. Et on m'a conseillé de la rencontrer parce qu'elle disait la même chose. Voilà. Et effectivement, elle avait travaillé dans les télévisions d'accès public aux États-Unis, ce qui n'existait pas en France. Elle rentre en France, on lui conseille de surtout pas écrire le mot féministe dans son CV. Et donc, on commence à parler de ces choses-là. Et là, je me rends compte que moi, je suis bien sûr féministe, sans le dire comme ça. Mais parce que j'ai pas besoin de le dire comme ça. Et que, oui, j'agis comme ça. Et Nathalie m'avait dit un jour, mais tu es un sujet postmoderne. Et je savais pas exactement ce que ça voulait dire. Mais je commence à découvrir plein de choses. Et elle arrive des États-Unis, où, dans ses études dans les Cultural Studies, on parle de Derrida, de Foucault, de Deleuze et Guattari, etc., qui, à ce moment-là, en France, font l'objet d'une omerta absolue. Et donc, elle rentre aux États-Unis, et elle est quasiment blacklistée partout. Donc, elle enseigne à Paris 8, les amphis sont pleins, les étudiants, on croise dans la rue, on croise des personnes qui l'arrêtent. Madame, j'ai été votre étudiante à Paris 8, mais on sent. Et finalement, elle a un poste à l'école d'art de Dijon d'abord, puis de Bourges. Et parallèlement, elle réalise des films, notamment pour Canal+, avec en particulier alors des films sur Internet. Elle fait Internaute, sur l'histoire d'Internet et la transformation d'Internet, qui devait être un réseau justement horizontal et où la parole pouvait être partagée, et qui finalement se fait racheter et reverticaliser. Voilà, donc il suffit d'aller voir Internaute sur Internet. Et elle fait Lesborama, pour la première nuit gay de Canal+. Premier film sur la culture lesbienne, qui est une référence absolue, et qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui, donc à quoi il faut absolument se référer. Ces films vont bientôt être diffusés par Heure Exquise, qui je crois est dans votre région d'ailleurs. Mmh. Et voilà. Et donc Nathalie Magnan me donne toutes les références que je n'avais pas, parce que j'en avais pas besoin, mais qui me servent comme cette mission m'est confiée. Voilà. Et cette mission qui m'est confiée, et première chose que je fais,
c'est de tomber dans une déprime assez grande, parce que là, tout d'un coup, je me rends compte. Vous m'avez annoncé dans votre mail que vous ne vous définissiez pas comme militante. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Oui, parce que j'ai commencé ce travail en tant que fonctionnaire au ministère de la Culture. C'est une mission qui m'a été confiée par un directeur. Depuis 2012, c'est une politique nationale. L'égalité entre les femmes et les hommes a été définie comme une priorité nationale en 2012, comme une grande cause du quinquennat en 2017. Donc j'estime que mon travail, que je fais maintenant à titre personnel, individuel, contribue à la réalisation d'une politique nationale. Donc c'est pas ce que j'appelle du militantisme. Pour en revenir à Nathalie Magnan, elle dit dans un petit film où elle parle de son travail qu'elle préfère le mot activiste. Parce que militant, quand même, ça vient de militaire. Bon, on peut dire ça comme ça aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que c'est un travail. D'ailleurs, quand on m'invite, je demande maintenant à être rémunérée. C'est un sujet important. Et que les institutions qui m'invitent payent est un signe de leur engagement réel. Et qu'on n'est pas dans le féminisme washing. Même si parfois, elles se débrouillent de payer, même si c'est du féminisme washing. Mais je trouve toujours un moyen de le dire. Ça m'est arrivé tout récemment d'ailleurs. Je cherche encore le moyen de le dire. Je vais pas le dire là. Comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ok, c'est très intéressant. C'est une vraie question en plus effectivement du vocabulaire militaire ou combatif, guerrier dans dans la lutte, quoi. Enfin, on revient toujours à ça, à la lutte, à la confrontation, etc. Et c'est parfois un peu quand on veut construire. Maintenant, s'ils n'entendent pas et si les choses ne changent pas, peut-être que l'activisme va reprendre des couleurs un peu plus incisives, pour le dire, et le féminisme peut être violent, contrairement à ce qu'on a dit souvent. Mais ça, c'est un sujet intéressant aussi. Oui, il a déjà été par le passé, il l'a démontré, et ça tout à fait. Voilà, donc il faudrait finir par écouter quand même. Il faut que les choses changent. Super. D'un point de vue de l'imaginaire, des imaginaires développés, justement, c'est quelque chose dont vous parlez pas mal dans Exploser le plafond, cette question des imaginaires-là. Est-ce que... comment dire ça ? La question n'était pas très claire. Est-ce que c'est... Comment vous pensez que cette bataille-là peut ou doit se mener justement sur le fait de créer des nouveaux imaginaires, proposer des nouveaux imaginaires de nouveaux imaginaires, oui, c'est évident qu'il faut proposer de nouveaux imaginaires, parce que ce que nous voyons sur nos scènes de théâtre, ce que nous voyons au cinéma, que nous voyons dans les expositions souvent, est produit majoritairement par des personnes qui sont dans de telles situations de privilège que je considère que leur imaginaire est racorni. Comme on l'a dit précédemment dans notre entretien, on m'a dit récemment à propos des enseignants en école d'art, oui, effectivement, les enseignants, on les recrute parce que ce sont de grands artistes, mais ils ne sont pas au courant des mutations contemporaines. Alors, quand j'entends ça, que les grands artistes qui enseignent dans les écoles d'art, mais qui, s'ils sont de grands artistes, sont programmés dans nos grandes institutions, ne sont pas au courant des mutations contemporaines, ça veut dire que les œuvres qu'ils nous proposent sont des œuvres du passé et qui continuent à se répandre et à occuper nos scènes et nos écrans et nos salles d'exposition par des œuvres du passé. Il faut que ça change.
Et pour que nous ayons de nouveaux imaginaires, il faut qu'on nous propose de nouvelles histoires, et il faut donc que ce soit de nouvelles personnes qui nous proposent ces histoires. Y compris nos grands artistes, quand ils auront été suffisamment éduqués, et qu'ils auront quelques visions des mutations et des réalités contemporaines. Que par exemple, quand je leur demande pourquoi un rôle de père ne peut pas être attribué à un homme, à un acteur noir, ils me répondent pas « Ah bah, ça ferait signe ». Et c'est pas ce que j'ai envie de raconter. Donc, qui découvrent que dans la vie réelle, en France, il y a des pères de famille qui sont noirs. Voilà. Il y a des amoureuses qui ne sont pas blanches, qui ne sont pas filiformes, et qui ne sont pas blondes. On peut distribuer dans un rôle d'amoureuse une femme plus qu'enrobée, pas blanche, et pas forcément jeune. Oui, et quand vous dites sans forcément que ça fasse signe que ce soit... Et voilà. Donc ça, ce sont de nouvelles histoires. Des nouvelles histoires, mais il y en a plein. Toutes les personnes que je cite dans mon livre, que ce soit des théoriciennes ou des romancières ou des metteuses en scène, des écrivaines, et je parle au féminin pluriel, ça inclut quelques hommes, bien sûr. Simplement, c'est une façon de renverser les choses. Elles proposent de nouvelles histoires. Elles existent, ces histoires. Il y a un très joli petit livre écrit par Alice Zéniter, qui en fait aussi un spectacle qui est au Rond-Point en ce moment, « Je suis une fille sans histoire », et qui analyse comment toute la production artistique ne présente que des héros masculins et comment les femmes sont cantonnées à un certain nombre de rôles assignés. Mais oui, ça existe dès aujourd'hui. Et simplement, il faut leur faire toute la place. Et peut-être que nos grands artistes, quand ils se mettront à voir, quand ils seront obligés de voir, parce qu'elles seront majoritaires sur nos scènes et dans nos salles, des œuvres qui racontent de nouvelles histoires, ils finiront peut-être par comprendre et à contribuer à l'écriture de ces nouvelles histoires. Et on les acceptera. Oui, c'est tout le bien qu'on leur souhaite, ces voilà. artistes. Voilà. Tout à fait. Il y a vis-à-vis des imaginaires, j'ai toujours le sentiment aussi que il y a toujours le fait d'annoncer une espèce de neutralité comme ça, masculine, blanche, Ouais. Et qui en fait une manière de complètement dépolitiser le réel. Absolument. Et dépolitiser leurs œuvres. J'ai animé une table ronde au CDN de Tours, dans le cadre du festival WET, qui est un festival de la jeune création, avec 3 jeunes metteuses en scène, et Barbara Mété-Châtaignier, et la metteuse en scène dont il faudrait retrouver les noms aussi. Et le titre, c'était « Le théâtre des femmes est-il par essence politique ?» Et c'est terrible. Déjà, par essence, ça voudrait dire qu'il y a une essence féminine, ce qui n'est pas le cas. Et d'autre part, ça serait dire que le théâtre en général n'est pas politique. Mais tout théâtre est politique. Et un théâtre du monde ancien, ce qu'on voit aujourd'hui sur nos scènes, on l'a dit, c'est un théâtre du passé, mais on nous le présente aujourd'hui sur nos scènes, c'est un théâtre politique. C'est un théâtre qui milite, pour le coup, pour que rien ne change. Et pour que les privilégiés gardent leurs privilèges. Et que les systèmes de domination se maintiennent. C'est éminemment politique. Je partage tout à fait. C'est même, pour moi, enfin, c'est nécessairement politique, le théâtre. C'est porter la parole. Et le cinéma aussi. Absolument. Tac, on a parlé de plein de choses déjà. C'est super. Oui, effectivement, vous l'avez dit, en plus que vous utilisiez le féminin pluriel souvent, c'est pareil, ces questions de langage aussi, elles sont nécessairement politiques, c'est politique de toute façon de parler. Bien sûr. Et ce serait bien de voir autre chose, parfois. Oui. La langue est un outil politique de domination, et la langue française en particulier. Le premier chapitre de mon livre s'intitule « Réécrire l'histoire
libérer la langue française. Et depuis, j'ai une nouvelle référence, un livre de Céline Canu qui s'intitule « Provincialiser la langue », langue et colonialisme, auquel je renvoie maintenant, parce qu'elle explique très bien comment la langue française a été un outil de conquête et de domination. L'imposition de la langue française sur les territoires conquis est allée de pair avec l'élimination des langues parlées sur ces territoires, élimination symbolique puisqu'on les a traitées de dialectes. De même qu'en France, les langues régionales qu'on a supprimées au profit de la langue française, on les a appelées patois. Ce sont des langues. Il y a aujourd'hui en France 72 langues dites de France, que jusque-là on appelait patois, dialectes, et dans ces langues de France sont comprises des langues étrangères qui ne sont langues officielles dans aucun pays. Les arabes dialectaux, le berbère, l'arménien occidental sont des langues de France. Donc il y a aujourd'hui quand même, il y a eu un moment où une décision politique a été prise de reconnaître, alors évidemment l'occitan, le breton, les créoles, les langues amérindiennes parlées en Guyane sont aujourd'hui reconnues comme langues de France. Il n'empêche que on continue à l'école et dans les écoles de théâtre à vous prier de bien vouloir supprimer vos accents, par exemple. Absolument. Voilà. Moi, j'ai vécu au moment de passer mon bac, on me dit, il faut bien sûr. gommer, quoi. Mais moi aussi, à l'école. Voilà. Donc cette question des accents. Mais ça va aussi avec l'élimination de tout le vocabulaire qui désigne des femmes. Donc, on renvoie à Aurore Evin qui nous a rendu le mot autrice, qui a été interdit par l'Académie française au moment où on a bien été obligé d'accueillir le mot actrice, puisque les femmes ont été autorisées à jouer sur des plateaux, et donc l'élimination du mot autrice. Mais Anne Monteil-Boer m'a convaincue d'adopter le mot peintresse, parce que quand on dit peintre, moi je disais, considérons que c'est un mot épicène, un peintre, une peintre. Sauf que quand il s'agit d'une femme, on est obligé de dire des peintres, hommes et femmes. Sinon, on n'entend forcément que le masculin. Donc, la réutilisation de mots interdits ou traités comme péjoratifs, tous les mots en S. Donc, la réutilisation de ces mots d'une part, la révision de la grammaire, non, que le masculin ne l'emporte plus sur le féminin, que je puisse dire, quand on me demande si satisfaite je le suis, que je puisse répondre mais non, je ne la suis pas. Parce que tout d'un coup, mais pourquoi je le suis? Non. Tant qu'on nous obligera à considérer qu'il y a une différence et des deux catégories entre les hommes et les femmes, eh bien, on devra utiliser le féminin quand il s'agit de femmes. Le jour où on aura supprimé l'opposition binaire homme-femme et qu'on admettra d'une part qu'il y a des gens qui ne sont ni l'un ni l'autre et d'autre part que toute personne a une part de féminin et une part de masculin et peut éventuellement d'ailleurs évoluer dans sa vie, à ce moment-là, peut-être qu'on réinventera une nouvelle langue française où il n'y aura plus ces distinctions. Pour l'instant, ces distinctions y sont et il importe de faire réexister le féminin. Il y a un autre outil de domination qui est extrêmement important. Je veux en parler parce que je veux renvoyer à un livre qui est sorti après la parution du mien. J'ai parlé de la langue, je parlerai aussi de la carte. La cartographie est aussi un outil de conquête, de domination et d'élimination. Et dans ce livre qui s'intitule « Cartographie radicale », coécrit par Neftis Zver et Philippe Rekasevitz, il y a un chapitre qui s'appelle « Où sont les femmes ?» Parce que la carte est aussi un moyen d'éliminer les femmes. La carte est faite d'un certain point de vue occidental, du nord. On est toujours présenté le nord en haut, le sud en bas. Il y a plein d'autres façons de représenter
le monde et la place des femmes dans le monde. C'est hyper intéressant, je connaissais pas du tout ce livre sur la carte. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et je trouve que ces 2 livres, Provincialiser la langue et Cartographie radicale, c'est extrêmement éclairant parce que Nepti-Zeller travaille aussi sur la représentation des statistiques. Comment on présente par quel dessin on représente des statistiques. Et c'est passionnant. Ça me donne très voilà. Très envie. On approche de la fin. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, dont on n'aurait pas parlé, que vous avez envie de parler Peut-être revenir sur cette question des violences. Je le dis ici, les préconisations faites par, dans le cadre des politiques nationales reprises par les collectivités territoriales, si elles ne sont pas appliquées, s'ils ne veulent pas entendre, et si vraiment ils veulent garder leurs privilèges, il va falloir les leur arracher. On a un certain nombre de références là-dessus aussi. Geneviève Fraisse cite dans un de ses livres cette phrase de Pierre Choderlos de Laclos du XVIIIe siècle qui dit à peu près il faudra bien vous rendre compte qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Cette révolution est-elle possible? C'est à vous seul de le dire, c'est aux femmes qu'il s'adresse. Récemment sont sortis plusieurs livres. Elsa Dorlin écrit un livre qui s'intitule « Se défendre, une philosophie de la violence », où elle explique que la violence est légitime quand elle est exercée par les puissants, aujourd'hui les forces de l'ordre, mais qu'elle n'est pas légitime quand elle est utilisée par des gens qui ont besoin de résister, de se défendre, de gagner leur espace de vie et à l'égalité des autres. On a ce petit livre sur la terreur féministe, écrit par Irénée, qui fait le portrait de toutes les femmes qui ont dû utiliser la violence pour se défendre, y compris une femme qui assassine son mari parce que depuis 30 ans, elle est massacrée tous les jours et pour sauver sa vie, elle finit par le tuer et on la met en prison. Donc cette violence-là n'est pas légitime, alors que c'est de la légitime défense, même si elle l'a fait un jour où, à ce moment précis, elle n'était pas menacée. Donc oui, s'ils n'entendent pas à un moment, et que ce soit pour les violences faites aux femmes, que ce soit aussi tous les mouvements des personnes, des artistes racisés qui ont constitué à un moment cette association Décoloniser les arts, qui n'a plus l'air d'être très en action en ce moment, mais ça a été un moment très important. Alors ça s'est limité à des manifestations non violentes, à des tentatives d'empêcher certains spectacles de se tenir, mais à partir du moment où ces personnes, ne sont jamais distribuées dans des rôles comme dans n'importe quel rôle, parce que on les cantonne à des rôles assignés, et que le jour où on veut mettre en scène des personnes de couleur, on prend encore des personnes blanches, comme ça s'est passé, que ce soit au Québec ou en France sur un spectacle, on peut comprendre que ces personnes sont un peu énervées. Et quand on est énervé, il y a des moments où on peut passer à des actes un peu violents. On le comprend. Donc ça serait bien qu'on ne les pousse pas à en arriver là. On ne nous pousse pas à en arriver là. Mmh. Et puis effectivement, c'est qui peut exercer la violence aujourd'hui, ouais. Qui a le droit. Donc, je ne sais pas si on est à la veille d'une grande révolution. Les grandes révolutions, les lendemains qui chantent, on en est un peu revenu. Comme je le disais, de toute façon, c'est une lutte permanente, parce que toute avancée est susceptible de régression. On le voit pour le droit à l'avortement, qui est constamment menacé. Donc moi, j'inviterais plutôt aujourd'hui à la guérilla, à chaque instant, tous les jours. Ne plus admettre, ne plus accepter des paroles et des gestes inappropriés, c'est le moyen que des violences plus grandes ne s'exercent plus contre des personnes minorées, discriminées.
et que enfin elles aient toute leur place. Très bien. Voilà. C'est un beau message. On arrête là. Guérilla Girls. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous, à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que nous ferons entendre la voix de celles qu'on n'entend pas et qui pourtant ont accepté de témoigner à ce micro. Ce podcast est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé. Certaines musiques sont de Unicorn Heads. Pour cette émission, nous tenons à remercier particulièrement Rennes Prat, bien sûr, Mais également les Archives nationales du monde du travail et l'École supérieure d'art appliqué au textile de Roubaix qui nous ont permis d'utiliser des enregistrements issus de leurs archives. Merci au collectif HF Hauts-de-France d'avoir soutenu le projet, ainsi qu'à la région Hauts-de-France et la DRDFE, la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Ne ratez pas les autres actions matrimoine.